Bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume Mathieu, je suis le directeur technique de Med6. Je suis aussi MVP Group Data Center Management. Alors, cette vidéo, en fait, c'est la première d'une série consacrée au renforcement de la sécurité des annuaires Active Directory. Alors, le but de ces vidéos, c'est de vous présenter un certain nombre de bonnes pratiques, comme par exemple le mécanisme de délégation d'administration dit tier 0, tier 1, tier 2, qu'on met en place pour durcir les annuaires Active Directory. Tout comme la mise en place de certains outils comme Azure ATP, Azure Security Center. On peut aussi avoir des outils comme Azure Log Analytics pour consolider tout ce qui est log. Donc voilà, ça va être un peu l'objet de toutes ces vidéos. Donc, cette première vidéo, en fait, a pour le but d'introduire le sujet et de comprendre, dans un premier temps, pourquoi il faut sécuriser son annuaire Active Directory. Alors pour cela, je vous propose qu'on fasse un focus sur quelques chiffres. Alors 280 jours, c'est le délai moyen pour détecter une attaque. C'est-à-dire que votre attaquant, là, il va avoir le temps d'analyser votre système d'information, de par exemple déterminer où sont les serveurs bancaires, et grâce à ça, il va pouvoir prendre son temps pour justement peaufiner son attaque et par exemple faire un virement vers des serveurs bancaires à l'étranger ou dans des pays fort peu recommandables. Et vous allez vous rendre compte de l'attaque que quand tout sera terminé. Alors, deuxième chiffre très intéressant, 63 jours, ça c'est le délai en moyenne pour s'en remettre. Alors, je pense que depuis quelques années, il est en forte augmentation, parce qu'avec des virus comme Petya, où tout le parc est crypto-loqué et donc aucune machine ne sont utilisables, ça peut être beaucoup, beaucoup plus loin. Je pense que quand on a perdu 100 000 machines, ça prend un peu plus que 103 jours pour rétablir le bon fonctionnement du SI. Autre chiffre vraiment effrayant, celui-ci, c'est en combien de temps un verre comme Petya, justement, a été capable de chiffrer et donc de mettre hors service l'ensemble d'un SI. Par exemple, c'était un SI de 2000 machines sans serveur et qui avait une sauvegarde sur des serveurs Windows Server. On se rend compte qu'en moins de 20 minutes, tout le parc a été anéanti. Voilà. Alors, en 2015, c'était 80% de l'entreprise qui étaient ciblées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus. Et chose importante, et c'est aussi là tout l'enjeu de ces vidéos, c'est que 35% des sources d'incidents de sécurité sont liées à l'IT, à des mauvaises pratiques de l'IT. Parfois, un IT imprudent qui va se loguer sur des machines non sécurisées, et voilà, et vous avez une infection comme Petya qui peut démarrer justement de ce type-là. C'est-à-dire que vous êtes logué, vous, domaine admin, avec votre compte à très fort privilège sur une poste non sécurisé, et manque de chance, pour X raison, ce poste ne va pas bénéficier de la campagne de mise à jour. Il va y avoir de blocage de son fonctionnement qui va vous empêcher de vous authentifier sur ce poste non à jour, et puis il va se prendre le Petya, et vous aurez vos credentials qui seront dessus. Et comme vous êtes domaine admin, tout le parc va être contaminé dans les brefs délais. Voilà. Et enfin, le dernier chiffre, 800 000 euros, c'est le prix moyen pour se remettre d'une attaque. Alors, ça peut être beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit focus sur la méthodologie et les outils aujourd'hui d'attaque qui existent. Alors, malheureusement, c'est relativement simple et la méthodologie est un peu toujours la même. La première étape, c'est je vais récupérer les droits administrateurs locaux sur une machine. Alors, deux solutions. Soit je fais du social engineering et je fais en sorte de récupérer le login mot de passe d'un utilisateur. Soit j'ai des attaques avec type Metasploit qui vont permettre d'exploiter une faille système pour devenir administrateur local. Ou alors j'ai encore la méthode un peu plus sauvage que j'aime beaucoup, la méthode du boxeur. On va boxer la personne dehors en sortant du travail sur le chemin, on va lui voler son PC et en admettant que le PC ne soit pas chiffré, en fait, on va être en capacité, via une simple clé USB, de pouvoir récupérer le fait d'être administrateur de cette machine. Comment? On va renommer un petit exécutable qui s'appelle setcaché.exe et on va le renommer en setcaché.exe.hold. On va copier cmd.exe à la place de setcaché.exe et puis c'est parti. Au reboot, quand on fera 5 fois shift, c'est-à-dire ce qui lance les touches rémanentes, le fameux setcaché.exe, c'est un CMD qui se exécutera en système. Voilà. Alors justement, une fois que j'ai une ligne locale, comment je fais ça? En fait, je vais maintenant essayer de passer à une ligne domaine, admettons.
Et ben déjà, la première étape, ça va être de se connecter avec le compte système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une station de travail, administrateur n'est pas le vrai compte système, enfin le vrai compte d'administration. C'est système justement, qui est ce compte-là. Et donc pour passer d'administrateur à système, on va faire un psexec-i-s cmd. Et grâce à ça, je vais pouvoir devenir système. Et une fois que je suis système, je vais maintenant pouvoir fouiller le cache de ma machine, cache d'authentification, ce qui vous permet le soir d'ouvrir votre session quand vous n'êtes pas à côté de votre contrôleur de domaine, connecté à votre contrôleur de domaine. Ça va être aussi la possibilité de fouiller les mots de passe des comptes de service, qui auraient des services qui démarraient sur votre machine. Imaginez que vous ayez un administrateur fort peu intelligent qui vous ait mis un outil d'inventaire et le service qui lance cet outil d'inventaire s'exécute en domaine admin. Et ben, en quelques secondes, avec un outil comme Kane et le fait d'être système, et ben, on va pouvoir réussir à récupérer le mot de passe de ce compte de service. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors il y a d'autres systèmes. Donc là, on a vu l'élévation de privilèges, on a vu comment devenir admin local. Alors tout ça, on le reverra dans des vidéos. Il y a un dernier point qu'on n'a pas vu, c'est le mouvement latéral. Alors ça, c'est le fait, en fait, qu'une fois que j'ai fouillé toute cette machine, son cache de credentials, en gros, tout ce qui se trouve dans HK Local Machine Security, que seul justement le compte système a accès, et ben, si je n'ai aucun résultat sur cette machine, bah, c'est pas grave, je vais tenter ma chance sur une autre machine. Et on dit mouvement latéral, bah, le fait de se dire que bah, en fait, le mot de passe, par exemple, admin local de la machine A, bah, en fait, c'est le même que le mot de passe du serveur X, du serveur Z, ou même de la machine locale, enfin le poste de travail B. Et ben, on va rejouer nos credentials qu'on a récupérés sur la machine A pour essayer d'arriver sur la machine B. Et avec un peu de chance, peut-être que on arrivera à avoir un admin avec encore plus de privilèges qui s'est connecté. Et ainsi de suite jusqu'à devenir domaine admin. Parce qu'à la fin, on arrive toujours à rebondir sur une machine où un domaine admin s'est connecté. Voilà, c'est ça la principale méthodologie d'attaque. Et on se rend compte qu'avec des outils comme Kane, Death Metasploit, Mimikat, Powersploit, PSExec, qui vous seront présentés dans des vidéos suivantes, hein, là, c'est extrêmement facile d'attaquer. C'est extrêmement facile d'attaquer. Et donc, tout l'enjeu de cette série de vidéos, ça va être de vous expliquer comment aujourd'hui, en 2019, il faut durcir son annuaire Active Directory. Alors justement, la première étape, c'est un peu la prise en compte de notre existence, hein, et ben, c'est de faire voilà, le fameux état des lieux. Et pour ça, il y a un outil génial qui s'appelle Pingcastle. La Pingcastle, en fait, il va scanner votre annuaire et il va vous faire un rapport, comme vous voyez, avec des catégories, qui va vous dire, non mais là, ça va pas, il y a ça encore à faire. Par exemple, vous avez trop de comptes à fort privilège, vous n'avez pas désactivé le LMH, vous n'avez pas de backup, vous avez du SID history un peu partout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir. Bah oui, vous n'avez pas réinitialisé KRB TGT, qui est en fait un petit peu la carte d'identité en Kerberos de la préfecture de police qui délivrerait les passeports Kerberos. Bon, bah, très clairement, ça sert un petit peu, ça, KRBTGT. Et si vous avez l'attaquant, il a récupéré le mot de passe de KRBTGT, bah, il génère les tickets Kerberos qu'il veut, il fait ce qu'il veut chez vous. Et vous voyez, bah, c'est toutes ces choses-là qu'il va vous dire de faire. Et en plus, il va vous donner les liens vers les procédures. Voilà, Pitcastle, vraiment un outil très sympathique. Il en existe d'autres, mais je vais citer celui-là parce qu'il est gratuit. Pour faire un état des lieux très rapide de son annuaire et de manière automatique. Vous lancez l'exécutable, il vous pose deux questions, lequel nom de votre domaine, vous faites entrer et vous avez le rapport que vous voyez à l'écran. Donc on aura toute une vidéo consacrée à Pingcastle justement. Alors c'est pas le seul outil hein, qui permet de faire ça. En tout cas, c'est le seul que je connais qui est gratuit et aussi simple d'usage. Et voilà. Et l'idée maintenant, c'est que on a consolidé avec Metis de très nombreux cas clients, on dire cela ainsi. Et en fait, on arrivait sur le fait d'avoir une approche pyramidale du durcissement de la sécurité Active Directory. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il y a plein d'actions à faire, mais plutôt dans un certain ordre.
Si on regarde un peu cette pyramide, l'idée, c'est qu'il y a des fondamentaux. Et moi, je me rappellerai toujours à un client qui avait une obsession d'ajouter des forêts. Et sa problématique, c'est qu'on ne pouvait pas parler sécurité tant que la partie architecture n'était pas figée. Alors, il avait peut-être raison, ce client, de dire qu'il fallait rajouter X forêts dans son architecture. Pas de souci, pourquoi pas. Mais la problématique, c'était que comme on n'avait pas une architecture Active Directory avec des forêts, des domaines stables, on ne pouvait pas faire de sécurité. Alors, à titre personnel, moi, je suis très favorable au modèle monoforêt, monodomaine. Si vous mettez un monoforêt, monodomaine bien configuré avec tier 0, tier 1, tier 2, déjà, je suis très content. Alors, rajouter forêt pour faire de l'admin, des forêts d'admin, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Il y a effectivement des choses très intéressantes dans ce modèle-là. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Et il faut déjà avoir un peu les fondamentaux. Mais l'idée phare, c'est que une forêt ou 2 forêts ou 10 forêts, il faut avoir le cap clair sur un modèle. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut faire de la gouvernance Active Directory. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'annuaire Active Directory, il reflète l'organisation de la société. Si vous êtes dans une société extrêmement décentralisée, vous allez avoir énormément de problèmes à essayer d'imposer une structure Active Directory centralisée et d'avoir des règles de gestion qui s'appliquent à tous. Donc là, il va vous falloir vraiment l'appui du politique, c'est-à-dire de la direction de votre société, qui va peut-être juste dire qu'on fera une gouvernance par coordination, par libre consentement, c'est-à-dire que vous allez proposer des règles et libre à les entités de ce groupe-là d'adhérer ou pas à certaines règles. Alors, il y aura des règles peut-être obligatoires, les règles les plus importantes en sécurité, mais vous allez fournir des fonctionnalités et eux, ils vont souscrire ou non à votre fonctionnalité. La fonctionnalité pourrait être, par exemple, un système de backup Active Directory automatisé que vous pourriez fournir, vous, équipe Active Directory. Donc, il est fondamental d'avoir une gouvernance, surtout dans les groupes décentralisés. Sinon, pareil, tout va s'effondrer. Parce que vous allez mettre plein de choses en place. Le problème, c'est que la sécurité, le niveau de sécurité, c'est celui de l'élément le plus faible du système. Donc, si vous avez 99 entités qui ont un niveau de sécurité bon, on va dire, mais qu'il y en a une qui a un niveau de sécurité catastrophique, et que par exemple, l'abomination, c'est que ce serait dans votre même forêt ou dans une forêt trustée sans approbation sélective, bon, là, clairement, le niveau de sécurité correspond à celui de l'entité, la seule, hein, l'exception, la 1%, une entité, votre niveau de sécurité va correspondre au niveau de cette entité-là. Donc vraiment, la gouvernance fondamentale. Alors, une fois que cette partie architecture et gouvernance, elle est bien établie, ou au moins on sait vers où on va, et bien là, on peut passer aux étapes suivantes de la pyramide. Les étapes suivantes, c'est la délégation d'administration. Alors, moi, j'ai vu des clients avec 200 000 consommateurs, et ben, ils avaient 10 000 domaines admin. Bon, le domaine admin, il doit y avoir 0, c'est le crime. On travaille en enterprise admin, et justement, les enterprise admin, ils ne se logent pas partout. Et c'est le principe du silo. J'ai des comptes d'administration pour gérer mes postes de travail, des comptes d'administration pour gérer mes serveurs, des comptes d'administration pour gérer mon annuaire. Et je vais nullement me connecter avec mon compte d'administration de l'annuaire Active Directory pour aller dépanner le copain du coin. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'à ce moment-là, la machine du copain du coin, ça devient une machine sensible. Donc, on aura une vidéo qui traitera de tout le modèle tier 0, tier 1, tier 2 de Microsoft. Il y a de la documentation, il y a des scripts qui sont fournis pour justement mettre tout ça en place. Donc, on traitera de tout ça. Un autre volet de la pyramide qui est extrêmement important, c'est la notion de PO, ou Privileged Access Workstation. Vous m'excuserez mon anglais. L'idée, c'est qu'il y a deux types de machines. Il y a des stations de travail standards, qui préfère qu'elles soient chiffrées, mais qui éventuellement ne peuvent ne pas l'être, admettons-le. Et il y a les machines d'administration. Alors là, c'est le crime si elles ne le sont pas. Comme je vous l'ai dit, si quelqu'un prend votre machine, en renommant quelques exécutables, ça devient sa machine. Et il est admin local. Donc, sur une machine standard, c'est déjà embêtant.
Sur une machine d'administration, c'est catastrophique, puisque là, c'est des comptes à fort privilège qui partent dans la nature. Donc justement, on verra que les machines dédiées à l'administration, elles doivent être particulièrement renforcées. Chiffrement, mise en place des toutes dernières bonnes pratiques et fonctionnalités de Windows 10. Alors clairement, un Windows 10 Enterprise sera tout à fait recommandé pour pouvoir mettre du Credential Guard ou de Device Guard. Ça va être très intéressant. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de machine d'administration. Alors, pour terminer peut-être sur cette notion, sachez qu'il y a plusieurs écoles. Il y a l'école des personnes où on met deux machines physiques, une standard, une d'administration. Il y a l'école où on n'a qu'une seule machine, et en fait, la machine d'administration, c'est la machine physique, et on a une VM, en fait, qui est la station utilisateur standard. On a une variante de cette école-là où la station d'administration, c'est ma station physique et je me connecte à un serveur remote desktop pour accéder à mes mails, etc. Évidemment, la station d'administration, normalement, ne doit pas avoir accès à Internet et donc c'est seule ma machine standard qui peut y accéder. Il faut mieux le faire dans ce sens-là, hein. La machine physique et la machine d'administration et la machine virtuelle, elle est la machine utilisateur parce qu'on peut toujours, théoriquement, depuis l'OS physique, accéder à la mémoire de la machine virtuelle. Enfin, c'est plus que théoriquement, on peut le faire, mais c'est un peu compliqué. Donc, c'est très important que ce soit bien la machine physique qui soit la machine d'administration et la machine virtuelle, la machine en mode standard utilisateur, où on peut naviguer, etc. Autre point de cette pyramide qui est fondamental, c'est tout ce qui est durcissement des mots de passe. Alors, effectivement, si votre mot de passe, c'est auto, ou si, comme je l'ai vu dans les annuaires d'entreprise, on se partage le mot de passe des copains, bon, ça va être difficile de faire la sécurité. Alors là, il y a pas mal de choses pour faire de la sécurité. Donc, par exemple, on va pouvoir effectivement être un peu classique et durcir les stratégies de mot de passe. C'est une première solution qu'on peut utiliser. Pas toujours satisfaisante, puisque augmenter la complexité des mots de passe, c'est surtout augmenter le risque que les gens écrivent leur mot de passe sur leur bureau. Mais on va pouvoir faire aussi des choses comme, par exemple, mettre en place du MFA avec de l'Azure MFA, mettre en place du service SSPR, donc le Self-Service Password Reset, donc c'est de l'Azure AD Premium, ça, qui va permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe via l'envoi de passcode ou un appel téléphonique. Donc, c'est assez intéressant, ce genre de choses. On va aussi pouvoir faire de l'Azure. Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Azure Password Protection. Voilà, j'y arrive. Donc ça permet d'avoir une passe DLL customisée. Donc, c'est un nouveau service Azure. Donc, ça me permet justement d'interdire certains mots de passe. Admettons que la société s'appelle MS Report ou Med6. Ce serait bien qu'on ne soit pas MS Report 2017, 3 points d'exclamation le mot de passe par défaut sur les stations de travail, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on va pouvoir mettre en place côté durcissement des mots de passe. Alors, un autre point de la pyramide, donc, qui s'appelle automatisation du cycle de vie des objets. Donc, il y aura des vidéos qui vont traiter de ce point-là. Alors, je rappelle qu'il y aura des vidéos pour tous les points, mais particulièrement sur ce point-là, on aura de plus amples vidéos. L'idée, c'est de garantir la sécurité de son annuaire en garantissant le fait que je sois en capacité de provisionner des comptes de manière automatique. Donc, je ne fais plus de manuel, plus d'erreurs, plus d'exceptions, plus de gens qui sont membres de plein de groupes alors qu'ils ne devraient pas y être. Mais surtout, en termes de sécurité, être en capacité de déprovisionner une identité. Alors là, il y a un exemple qui est assez flippant. Je travaillais chez plusieurs clients qui avaient 100, 200, 300 000 comptes, à lesquels. Et en fait, je me rends compte, ça fait 4-5 ans que je ne suis pas allé chez eux, je reviens travailler chez eux, et là, mes comptes d'administration sont toujours actifs. En fait, mon compte standard avait été désactivé, parce qu'ils avaient un process qui était carré, les gens avaient bien bossé, puis périodiquement, ils passaient des scripts PowerShell pour désactiver des comptes. Mais en fait, mon compte d'administration, qui était dans un domaine racine d'une des forêts particulières, lui n'avait jamais été désactivé, parce que c'était un compte non géré en exception. Et j'avais aussi quelques comptes de service où le mot de passe n'était pas du tout mis à jour, c'est assez rare. Et je connaissais toujours ces mots de passe-là. Il n'y avait pas eu le bon process pour le déploiement.
Et donc, en fait, j'ai contrôlé encore ces comptes-là, ce qui est quand même assez fâcheux. Donc là, vraiment, l'IAM ou la gestion des entités va nous permettre de garantir que la prochaine fois, tous mes accès, ils seront bien coupés et pas que mon compte standard. Et tout ça de manière automatique, hein, le jour où je pars ou 30 jours après mon départ, si la procédure, c'est de désactiver les accès 30 jours après le départ d'une personne, etc. Voilà, donc ça, l'automatisation du cycle de vie, on en parlera et on fera un cas concret dans les vidéos avec le produit Microsoft Identity Manager. Alors, il y a d'autres produits, je pense par exemple à du One Identity Manager ou du SailPoint, mais là, dans ce cas précis, on fera un exemple d'implémentation avec du Microsoft Identity Manager. Alors, uniquement le moteur de synchro, parce que MIM Synchro Services, donc Microsoft Identity Manager Synchronization Services, lui est gratuit. C'est pour ça que je ferai cet exemple-là. Et on apprendra comment, au travers de CSV, eh bien, on peut provisionner ou déprovisionner des identités. Et CSV étant évidemment un export des bases RH, en tout cas, ou des bases de paie de notre référentiel des identités, un petit peu plus synthétique. Toujours dans cette pyramide à sécurité, la prochaine chose qu'on verra, c'est comment on peut lutter contre les mouvements latéraux. C'est le fait de, une fois que j'ai terminé de fouiller la machine A, je vais passer sur la machine B, avec un outil qui s'appelle LAPS. LAPS va permettre de réinitialiser le mot de passe administrateur local de tous mes serveurs et stations de travail membres du domaine. C'est extrêmement sympathique, c'est un outil gratuit. Là, on verra la mise en œuvre de cet outil. Une fois qu'on aura terminé ces vidéos-là, on traitera du durcissement des contrôleurs de domaine. Alors, le durcissement des contrôleurs de domaine, ça va être le durcissement de la configuration logicielle des contrôleurs de domaine, donc le fait d'avoir des contrôleurs de domaine à jour, donc avec les bons correctifs de sécurité. On verra les derniers outils d'ailleurs que fournit Azure pour tout ce qui est patch management. On verra aussi les bonnes pratiques. Donc, par exemple, quelque chose d'assez intéressant. On a vu tout à l'heure qu'en renommant un exécutable, je peux devenir admin local de l'administration de travail, mais c'est aussi vrai pour le serveur, c'est exactement le même principe. Imaginez-vous le scénario, hein, un administrateur VMware ou Hyper-V, enfin bref, un administrateur de votre plateforme de virtualisation, il s'amuse à cloner un contrôleur domaine, il prend ça sur son disque externe, il va chez lui, il a son ESX ou son Hyper-V de près, il démarre la machine, il fait la même manip que vous avec le 7php.exe, ça y est, il admin du domaine. Hein. Et après, il peut appliquer tout un tas de techniques pour passer, pour récupérer le mot de passe de KRBTGT, générer un golden ticket, puis il revient avec un golden ticket valide sur le vrai annuaire d'authentification. Donc, vraiment, c'est important, la notion de cercle de confiance, et on en parlera justement. On verra un cas concret d'un contrôleur de domaine hébergé dans Azure, avec la mise en œuvre de Azure Encryption Disk, par exemple. On verra pourquoi c'est important de protéger ces contrôleurs de domaine justement pour limiter les cercles de confiance. Donc, il faut le savoir, hein, si un hébergeur gère vos contrôleurs de domaine, vous considérez que l'hébergeur il a des droits équivalents Enterprise Admin. Une fois qu'on aura terminé cette partie-là, on passera au monitoring du service et des objets. Bon, là, on va pouvoir avoir des outils. Alors, par exemple, chez Quest, on a du Change Auditor. Chez nos amis Microsoft, on va pouvoir utiliser Azure Log Analytics avec des rapports. Pour le monitoring du service, on peut avoir des produits comme Alcide. On peut aussi avoir des produits, alors c'est aussi vrai pour le monitoring des objets, des produits en fait de chez Microsoft comme Azure Security Center, par exemple. On va pouvoir faire ça. Et enfin, quand ces briques-là, elles sont complètes, on peut passer sur la partie PRA Active Directory. Alors, j'aurais même tendance à le déplacer un peu plus vers le bas. Les PRA Active Directory, c'est vital dans le cadre de la remise en état de notre système en cas d'attaque. Je m'explique plus clairement. Si votre annuaire est compromis, la bonne pratique sera de faire un Forest Recovery Active Directory. Donc ça, il faut l'avoir absolument joué. Donc bien que ça soit une branche assez haute, une brique assez haute de notre pyramide, pour moi, c'est fondamental que cette brique-là, elle soit faite. Voilà. Et enfin, quand on est prêt, à ce moment-là, on peut commencer à acheter des outils de détection d'attaque type
Azure ATP, ATA, ATA c'est l'équivalent d'Azure ATP mais dans on-premise, ou Alcide, ou Varonis, ou Quest. Mais l'idée, c'est que c'est bien d'avoir ces outils-là, vous pouvez le faire avant évidemment, mais il est important de mener toutes les autres étapes et surtout d'avoir conscience que tant que vous n'avez pas mené toutes les actions de la pyramide, comme par exemple la délégation d'administration, si vous avez acheté un outil de détection d'attaque, oui, il vous détectera peut-être votre attaque, mais il y aura tellement de faux positifs parce qu'il y aura tellement de comptes à fort privilège, ou tout simplement, ça sera tellement une passoire que même si vous le détectez, vous ne pourrez pas l'empêcher. Et donc, l'idée, c'est qu'il est fondamental d'implémenter tous les points de la pyramide et de préférence dans l'ordre. Et enfin, une remarque très importante sur la partie test d'intrusion. Notre métier, en renforcement de la sécurité Active Directory, ça va vraiment être le jeu de le chat et de la souris. Il est fondamental, de manière périodique, de s'auto-évaluer. Et l'auto-évaluation passe par un test d'intrusion. Alors qu'évidemment, une compagnie tierce va mener. Pourquoi une auto-évaluation? Parce que c'est vous qui allez le demander. Et c'est fondamental parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir une roadmap des actions restantes à faire. Et ça, il faut le savoir, les premiers tests d'intrusion vont être catastrophiques. Les personnes passeront toujours dans la journée et arriveront toujours à récupérer les accès domaine admin à partir d'un poste standard que vous leur aurez fourni, ou alors même pire des fois, de rien du tout. Ils viennent et ils arrivent à récupérer quelque chose. Ils ont juste le droit de se brancher leur matériel sur une prise réseau banalisée standard. Donc vraiment, il faut le savoir, c'est très très complexe de sécuriser des annuaires Active Directory et il faut un peu anticiper les mauvais résultats des premiers tests d'intrusion, parce qu'on oubliera toujours des choses, et être très prudent sur la communication auprès de la direction. Voilà. Il faut anticiper le fait que les tests vont être très mauvais, sinon ça peut vraiment vous retomber dessus, parce que c'est peut être tellement rapide le fait que l'attaquant ait réussi à récupérer les accès, que vous ayez un effet boomerang qui vous revienne à la figure parce que votre direction n'est pas contente de votre travail. Alors que non, c'est vous justement qui avez demandé là et vous êtes dans une optique d'amélioration. Et au lieu, ça serait tellement dommage de se fermer justement, de fermer les yeux en se disant non, non, je prends aucun risque, je fais pas de test d'intrusion parce que ça va être tellement mauvais que ma direction va me taper dessus. Voilà, c'est vraiment un risque réel qu'il faut anticiper. Voilà, c'est donc une première vidéo, un peu introduction, qui explique donc tout ce qu'il faut faire dans la vision Med6 et surtout dans ma vision à moi pour renforcer la sécurité d'un Active Directory. Encore une fois, c'est une vidéo qui sert un peu d'introduction parce que chacun des points que je viens d'évoquer fera l'objet d'une ou plusieurs vidéos. Voilà. Et j'espère que cela va intéresser. Sur ce, bonne journée. Au revoir.